RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Parole de paix sur RCN 90.7. Nous sommes toujours sous état d'urgence sécuritaire et sanitaire que nous dénonçons au détriment des urgences sociales et environnementales. Nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire de surveillance, de contrôle et de violence, d'autant plus qu'on s'approche des élections présidentielles et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir encore. Mais malgré cela, Parole de paix reste un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Et dans cette émission, nous allons aborder un sujet justement sur notre humanité commune, la question de la démocratie en France, avec un invité que nous allons avoir tout à l'heure, qui s'appelle très vite, qui s'appelle Ivan Lubraneski et qui a produit un ouvrage qui s'appelle 30 propositions pour pratiquer la démocratie. Alors Yves, on n'a pas fait le tour des micros. Quel oubli. Alors nous avons avec nous Patrice. Patrice, bonjour. Bonjour. De l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité. Yves Lubraneski qui va animer notre dossier, qui a proposé ce dossier-là, qui nous a proposé de rencontrer Ivan Lubraneski. Et moi, Stéphane Tabourin, du mouvement de l'objection de conscience. Et donc, Yves, tu nous as parlé un jour, tu nous as dit, voilà, j'ai trouvé un livre qui interpelle, qui est intéressant, qui s'appelle 30 propositions pour pratiquer la démocratie, écrit par un certain Ivan Lubraneski, alors que toi tu es Yves Lubraniecki, donc approche. Mais voilà, donc comment tu es tombé sur ce livre? Et puis présente-nous, parle-nous ou invitons Yvan à se présenter à nous. Oui. Comment moi je suis tombé sur ce livre, c'est parce que on échange quelquefois, notamment sur Facebook avec Yvan, et puis il avait présenté la couverture de son livre et tout. Alors, je trouve que le sujet est intéressant pour la raison dont tu viens de parler, savoir que ça concerne la démocratie, et la démocratie c'est notre façon de vivre en principe. Et donc tout ce qui touche à l'organisation de la démocratie, ça me paraît intéressant. Donc voilà, j'ai fait le rapprochement avec notre émission et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour nous tous, et y compris pour Yvan, qu'il vienne parler de son livre dans notre émission Parole de paix. Voilà. Très bien. C'est pas très compliqué, mais bon. Et donc, effectivement, il m'a même envoyé un CD, on va passer tout à l'heure, une chanson, parce que Ivan Lubraneski, c'est aussi Ivan Lubrani. Il est un chanteur, voilà. Et il est surtout, il va lui demander d'expliquer tout ça, il est vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et à ce titre-là, donc, il s'intéresse beaucoup à ce qui concerne le fonctionnement d'une collectivité locale, notamment des communes rurales. Et je pense, il nous le dira, je pense que c'est comme ça qu'il a été petit à petit amené à avoir cette idée et puis à la mettre sur le papier. Et je crois que ce sera utile. Donc, je ne sais pas comment... Je crois qu'il est là déjà, on peut lui dire bonjour. Il est là. Ah, t'es là, Yvan? Je suis là, bonjour à tous. Oh, c'est merveilleux. Bonjour. C'est merveilleux, t'as vu quand même. Qu'est-ce qu'on est bien organisé quand même. Oh là là. Alors donc, écoute, Yvan, la balle est dans ton camp. Explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ce livre. Alors, j'attire l'attention des éventuels lecteurs sur le fait qu'il s'agit d'un livre qui est pas du tout volumineux. Il fait une soixantaine de pages et c'est un petit format. Et il présente donc les 30 propositions dont tu vas nous parler pour pratiquer la démocratie. Alors, explique-nous comment tu es arrivé à prendre la plume. Bien, peut-être parler justement du
du contexte avant de rentrer dans le détail. Vous en avez parlé vous-même et d'abord je vous remercie tous pour votre invitation. Oui. On le voit aujourd'hui, hein, l'actualité est brûlante, y compris dans le contexte où vous proposez vos émissions. Si la Russie devenait une démocratie, probablement qu'on trouverait une solution pour que ce conflit en Ukraine se termine rapidement. Et donc l'enjeu démocratique, c'est l'enjeu démocratique de notre pays que j'ai voulu traiter un peu dans ce livre, mais c'est un enjeu comme l'on voit international, puisque comme par hasard, ce n'est pas une démocratie qui ouvertement attaque un pays voisin, ce qui ne veut pas dire que les démocraties ne font pas d'autres formes de guerre, mais c'est pas le sujet. Et moi, le sujet, en fait, essentiellement, si on peut l'aborder, c'est qu'effectivement, pour moi, la question démocratique est la mère de toutes les autres, c'est-à-dire que pour quelques transitions que ce soit, dont on parle beaucoup aujourd'hui, transition écologique, transition énergétique, l'ensemble des progrès que l'on peut réaliser dans une société, on voit très très vite que on se retrouve quelquefois devant un mur où on voit un certain nombre de freins et qu'en fait ils ont tous en commun d'être des dénis de démocratie ou des freins finalement à la démocratie. Donc la question démocratique finalement c'est ce qui permet d'avancer sur tous les autres sujets. Ça c'est un point très important. Que moi du coup j'ai effectivement pratiqué au sein de ma commune avec une expérimentation particulièrement remarquable qui était dans le premier ouvrage qui s'appelait Décommuner des citoyens, et qui était la description de ce modèle. On a une constitution municipale qui organise ce modèle démocratique assez original qu'on a dans notre commune. Peut-être que vous aurez des questions là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que je crois que vous êtes près de Nancy, ou vous êtes à Nancy, et Nancy a maintenant aussi sa constitution municipale, et c'est un mot qui a été inventé au Molière, dont je suis très fier. Voilà. Oui, d'accord. Et oui, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement, d'organisation et de fonctionnement de la démocratie, et qui peut être extrêmement porteur, bien sûr. Oui. Si les gens ne se battent pas. Exactement, c'est faire appel à l'intelligence collective, en tout cas mettre les conditions qui est cette intelligence collective. En fait, finalement, le premier ouvrage, il décrivait ce qu'on était capable de faire en dehors de la loi. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le cadre légal, c'est-à-dire les collectivités locales, pour commencer par elles sont régies par le Code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre-là, finalement, le conseil municipal organise quasiment une dictature. C'est un peu ce que je disais dans le premier ouvrage, c'est-à-dire que les droits de l'opposition sont extrêmement limités. Finalement, l'obligation vis-à-vis des électeurs et des habitants, c'est de produire un ordre du jour du conseil municipal et un compte-rendu, et que finalement, en dehors de ces deux pièces qui sont nécessaires évidemment à tenir réunion publique du conseil municipal, il n'y a pas grand-chose comme obligation dans la loi. C'est les élus, les patrons. Ce qui veut dire que c'est en dehors de la loi qu'on peut inventer des tas de choses. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que finalement, à la fin, c'est bien le conseil municipal qui prend la décision, mais tout le processus en amont est réellement partagé avec les citoyens, et y compris avec les citoyens qui, sur certains projets, seraient peut-être les plus opposés. Justement, c'est eux qui vont soulever les bonnes questions. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, ça nous permet d'améliorer le projet,
de mettre vraiment tout le monde autour de la table. De le faire vivre. Donc, exactement. De le faire vivre. Yvan, voilà, oui. Excuse-moi, mais peut-être ça serait mieux qu'il y ait un échange par rapport à tout ce que tu expliques. C'est effectivement le basique de ton ouvrage et c'est très important. Mais c'est peut-être mieux qu'il y ait un échange donc avec mes collègues. Tu veux commencer? Alors, moi, je voulais dire que. Alors, c'est Stéphane. Alors, moi, je voulais dire que le constat aussi de départ de ton ouvrage, de moi en tout cas tel que je l'ai lu et compris, c'est que on est en France. Un pays qui est censé être une assez ancienne démocratie, et pourtant on voit que élection après élection les gens se désintéressent, ou en tout cas sont de plus en plus absents, et quand on arrive dans nos démocraties occidentales, par exemple, je crois que le maire de New York a été élu récemment avec 25% de la population. Ah oui. Les gens ne vont plus ou moins voter. Au dernier régional, ça a été plus de 70% d'abstention. Et moi, ce que j'ai compris de ton livre, c'était la démocratie, il faut leur donner des couleurs, il faut leur donner envie de participer, il faut que les gens s'engagent. Mais pour ce faire, il faut peut-être changer un peu les règles du jeu. Bon, après, je suis peut-être déjà trop loin dans le livre, mais parce que les gens ne veulent plus voter une fois. Après, on leur dit rentrez chez vous, on s'occupe de tout. Et moi, ce qu'il disait il y a 5 minutes. Et moi, j'ai l'impression que dans ce que tu as essayé dans ta commune des Molières, on l'a pas cité, si, des Molières, qui est dans le sud parisien. Tu as réfléchi, d'autres hommes politiques aussi. On avait déjà parlé d'une mairie en Alsace, Kingersheim, avec Joe Spiegel, qui a aussi. Vous êtes un certain nombre de maires qui réfléchissaient à comment associer la population, parce que vous dites que la population doit être associée presque en permanence à un contrôle, à être interrogé, oui. C'est ce qu'il vient de dire. Oui. Mais raconte-nous. Oui. Ouais, je trouve que explique-nous comment à des Molières vous avez commencé, parce que même dans ton livre tu mets qu'il y a eu des ratages au début. Moi, c'est aussi il y a une forme de laboratoire quand on se lance là-dedans. C'est effectivement plus simple de se faire élire et après de fermer la porte et dire on revient dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, et on vous fait des promesses et on essaie de gagner, que de mettre vraiment en place ce que tu proposes, ce que tu as essayé, ce que tu proposes. Oui. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on dit oui, on est dans une vieille démocratie, on est dans le pays de Rousseau, de Tocqueville et des autres, et sous couvert de cette histoire qui est la nôtre, on devrait être les champions du monde. Or, pas forcément. Et en fait, il faut comprendre la question de la démocratie, d'ailleurs à comparer avec la laïcité, comme étant des pratiques et pas des concepts. Si on s'arrête simplement au concept et qu'on dit bon ça y est j'ai compris, évidemment c'est mieux la démocratie ou c'est mieux la laïcité, ça ne suffit pas parce que ce sont des valeurs qu'il faut faire vivre en permanence. En fait, moi, la démonstration et l'objet même du livre, je dirais qui est aussi un manifeste, c'est de considérer que entre deux élections, c'est là que vit la démocratie. Finalement, souvent, on parle d'électeurs, on parle d'élections. Moi, je préférerais qu'on parle de citoyens et de démocratie. Et donc, comment l'électeur passe à citoyen, il y a une désaffection effectivement dans les votes parce qu'aujourd'hui les gens sont avant tout considérés comme des consommateurs et des électeurs dans notre société et on n'utilise pas tous les outils qui pourraient être à notre disposition pour les faire entrer dans un réel rôle de citoyen. Parce que la démocratie, si on considère que c'est simplement des élections, vous savez bien tous qu'il y a des élections dans les dictatures, donc c'est probablement pas un critère. C'est pas simplement l'élection qui fait la démocratie, c'est ce qui se passe entre deux élections. Et je suis ravi d'ailleurs de voir qu'y compris même dans le monde universitaire, il y a maintenant des constitutionnalistes qui relaient les aspirations qui sont les miennes, mais je suis pas seul. Vous avez cité Joe Spiegel, il y a un certain nombre d'expérimentations en France et de gens qui essaient de faire avancer le sujet. Et aujourd'hui, effectivement,
il y a un nouveau concept qui est acquis, en tout cas dans le monde universitaire. Dans le monde politique, il faudra qu'il se diffuse. C'est la notion de démocratie continue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre deux élections, comment les citoyens sont réellement associés aux décisions. Et je pense que si on règle ce sujet-là, on réglera la question de la participation aux élections. C'est-à-dire, on sera d'autant plus ravis de participer à une élection qu'on sait que ceux qui vont être élus vont nous faire contribuer. Oui, c'est ce que tu expliques dans ta méthode, dans ton livre. Alors, j'ai un autre collègue. Oui, ben moi j'ai pris le temps voilà, j'ai pris le temps de lire dans le détail le livre et je trouve qu'il y a beaucoup de propositions donc intéressantes. Voilà, qui sont véritablement des pistes de réflexion. Et je trouve qu'un des intérêts du livre aussi, c'est d'essayer donc de faire l'articulation entre ce qu'on appelle la démocratie donc participative, c'est-à-dire un véritable engagement, pas seulement des électeurs, mais des citoyens au sens plein du terme, donc dans la vie politique, et cette articulation donc entre le participatif et le représentatif, c'est-à-dire il faut les deux, mais il faut savoir effectivement donc comment on peut l'articuler. Et là où je rejoins complètement donc ce qui a été dit, aussi donc c'est vraiment dans le fait que si on veut redonner donc du goût, mais dans le bon sens du terme donc à nos citoyens donc pour la politique, ça veut dire il faut leur donner aussi donc tous les moyens institutionnels de pouvoir effectivement donc s'impliquer, être effectivement entendu donc à la fois par les politiques et puis par les autres citoyens quoi. Et là il y a des pistes vraiment intéressantes par rapport donc au redécoupage administratif. Là on est au niveau région, département et tout ça me rentrera peut-être dans le vif du sujet. Et aussi donc par rapport à la proportionnelle, parce que là on va parler de la proportionnelle intégrale, donc pour certaines élections et voir aussi donc comment ça peut effectivement donc se mettre en place. Une autre proposition intéressante aussi, mais là on en rediscutera, c'est la proposition aussi donc de mettre donc à l'âge de 16 ans la majorité pour les élections municipales, c'est-à-dire faire déjà donc que les adolescents puissent participer à la vie politique et puissent ensuite devenir vraiment donc des citoyens éclairés. Donc il y a énormément de pistes et je pense que c'est vraiment une réflexion qui est totalement utile lorsqu'on voit ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est-à-dire on a effectivement donc beaucoup de discours, mais effectivement le problème de base c'est le problème du chèque en blanc, c'est-à-dire lorsque vous votez pour quelqu'un, donc qu'est-ce qu'on a ensuite comme donc protocole de contrôle de ce que fait la personne qui a été effectivement élue. Et le fond du problème, il est véritablement là. C'est-à-dire sortir un peu de cette politique du chèque en blanc pour arriver à une véritable participation citoyenne. D'où l'intérêt du livre. Oui. Alors, oui, tout à fait. Merci Yvan, à vous. Yvan, excuse-moi. Yvan, oui. 10 secondes, il faut expliquer peut-être ce que c'est que la proportionnalité intégrale. Proportionnelle intégrale. Oui. Parce que oui, pour le commun des mortels, c'est pas forcément évident. C'est effectivement un point intéressant que je vais ramener à de l'expérience concrète. C'est-à-dire que quand je dis que dans notre village, on associe les citoyens aux décisions, avant tout, déjà, on les associe au projet municipal. C'est-à-dire qu'on se réunit un an avant les élections municipales et que l'ensemble des citoyens sont invités à contribuer au projet. On met de côté la question des personnes. Il va falloir à un moment donné le traiter. C'est cette fameuse question de la démocratie représentative. Il faut toujours qu'il y en ait, comme dans une association, qui se dévoue pour les autres et prennent un rôle. Il ne s'agit pas de considérer que personne n'a un rôle, y compris même dans les théories les plus fumeuses ou anarchistes que nous pouvons connaître dans la bibliographie nationale ou européenne. La question que chacun ait un rôle est toujours décisive. Simplement, on met la question des personnes dans un second temps. Et ça, c'est très, très fort. Ça produit un effet, si vous voulez, sur l'ensemble des personnes qui participent au projet, qui est très intéressant. D'abord, ça les oblige à ne penser qu'au projet et ensuite à se positionner eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a déjà vu, on a fait l'exercice 2 fois ici, ça fait 2 fois qu'on est élu avec 100% des voix. Et donc je vous c'est pas mal comme score. Oui, c'est un score qui fait que finalement la question de l'élection est reléguée au détail
mais c'est ce qui se passe entre chaque élection et avant chaque élection qui nous cimente. C'est-à-dire que la place à tout le monde est réellement faite et que y a des gens qui arrivent au début de ce cycle de réunion en disant je veux absolument être élu, et puis qu'on voit disparaître parce qu'ils ne tiennent pas sur la longueur le travail qui est nécessaire à produire. Et puis inversement, il y a des gens qui se raccrochent au train en route et puis qui devant le collectif, c'est ça qui est important, c'est pas devant mes yeux à moi parce que j'assume un rôle de leader dans l'opération et que d'ailleurs j'espère que on aura ce moment où je renoncerai à ce rôle de leader parce que quelqu'un sera meilleur pour cela, et j'espère que je ferai la chance de le trouver parce que je ne voudrais pas non plus que ça dure de trop pour moi. Mais en fait, on pose cette question donc plus tard. L'idée que j'introduis dans ce livre-là, c'est que la proportionnelle intégrale dans l'élection municipale, c'est-à-dire vous avez éventuellement, admettons que l'exercice que nous faisons de Molière, ailleurs on ne soit pas capable de le faire, pour X raisons, eh bien à ce moment-là, il y a plusieurs listes qui se présentent, comme vous savez, et là, en fonction du score de chaque liste, les sièges au conseil municipal sont pourvus dès le premier tour, ce qui va obliger ceux qui auraient une majorité relative à composer et à travailler avec les autres. Voilà, c'est pour promouvoir en fait une démocratie de la coopération et pas une démocratie de l'affrontement. Nous trouvons dans la situation, et finalement, effectivement, quand on est élu à 100% des voix, c'est parce que on a pris le temps de se choisir. Ouais. Et qu'on n'arrive pas dans un moment où il faut éliminer. C'est ça un des travers de la démocratie et qu'on trouve d'ailleurs profondément dans le fonctionnement électoral qu'on appelle le scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'on va éliminer, alors que ceux qui proposent de contribuer, ils sont tous bienvenus finalement. Donc il faut régler... Yvan, excuse-moi, je te coupe, oui. J'ai une intervention. Voilà une question à poser sur la proportionnelle intégrale, parce que moi, ça c'est un avis purement personnel, et puis je prétends pas du tout avoir la vérité. Je pense que c'est un excellent système, théoriquement, c'est-à-dire c'est le système qui est vraiment le plus démocratique, parce que tout le monde peut s'exprimer, puis quelqu'un donc qui va avoir par exemple 18% des voix, effectivement, dont va garder ces 18% des voix, ça va pas être des voix perdues. Par contre, moi, la question que je me pose aussi, c'est aussi donc quelque part le problème des choix politiques et de la qualité des gens qui vont intervenir, quoi. Parce que si on imagine certaines municipalités, moi je pense par exemple donc à Orange, à Carpentras, voilà donc à certaines municipalités qui sont vraiment très très marquées donc à l'extrême droite. Voilà, on peut dire fasciste ou populiste, enfin je veux dire on peut choisir les termes, mais disons ce ne sont pas franchement des démocrates. Et là donc comment est-ce qu'on peut procéder par exemple dans ces cas-là? Parce que si on procède effectivement donc à une proportionnelle intégrale, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, donc si on est soit avec des gens qui sont pas franchement des démocrates, soi-même on risque de se retrouver donc en situation de subir leur absence de démocratie. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer par exemple comme contre-pouvoir? Parce que et là on n'est pas dans la théorie, on est dans des choses vraiment très très concrètes là. Oui, on est dans les choses concrètes, mais on est quand même dans des cas tout à fait catastrophiques, j'en conviens, mais qui restent isolés. Oui, oui. La proposition de faire une élection à la proportionnelle intégrale dans l'élection municipale, c'est d'obliger justement la majorité relative, c'est-à-dire celui qui est arrivé en tête, à composer avec les autres, autrement il ne pourra adopter aucune délibération. Donc il faudra bien composer les uns avec les autres, et si ils n'en sont pas capables, c'est probablement la chute et la convocation d'autres élections, parce que faut qu'une commune soit susceptible d'adopter un budget, etc. Enfin bon, il y a un certain nombre d'obligations en dehors de la vie quotidienne d'une commune, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles la commune doit satisfaire, ou alors le préfet reprend la main et reconvoque des élections. C'est finalement un moyen, la proportionnelle intégrale, de forcer
la capacité des uns et des autres à coopérer ensemble pour se dégager des majorités sur le fond, sur les projets et au-delà des étiquettes politiques. Peut-être que c'est le moment aussi de dire que dans ton livre, tu parles aussi d'un triptyque qui semble nécessaire, mais peut-être pas forcément suffisant, mais en tout cas nécessaire à la démocratie. Tu parles qu'il faut rechercher le nombre. Vraiment aller chercher tu racontes que pour construire un projet municipal pour vivre ensemble, il faut aller toquer à toutes les portes, aller voir les gens. Donc il faut avoir vraiment le nombre. C'est pas une petite minorité de personnes qui va imposer son projet à la majorité. Donc le nombre. D'une part, tu dis qu'il faut aussi être que les gens arrivent à se projeter dans le temps long. Parce qu'on est dans une société de l'immédiateté et que vivre ensemble, ça demande de réfléchir sur le temps, sur la durée. Et le troisième pied, c'est la confiance. Et c'est aussi avec ce temps et aussi avec ce nombre qu'arrive la confiance. Parce que j'ai l'impression que pour être en démocratie, ce que moi j'ai compris du livre, c'est que pour être en démocratie, il faut que les gens soient aussi en confiance. Et donc ça répond aussi à la question des partis et des mouvements qui prônent la haine de leurs proches. Donc il faut être dans un cadre rassurant pour tout le monde, de la confiance, se dire qu'on vit ensemble, qu'on va vivre ensemble sur du temps long et qu'on va chercher les solutions ensemble et ensemble avec le plus grand nombre de personnes possible. Ce qu'il y a de très très positif, moi je trouve au niveau de cette démarche-là, et là je te rejoins complètement, c'est-à-dire si on travaille ensemble, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais effectivement, lorsqu'on parle calmement, qu'on ne s'insulte pas, qu'on a un débat qui est apaisé et qui se fait lentement, donc pas sur le temps rapide de la consommation des informations, mais sur un temps moyen ou sur un temps beaucoup plus long, ça crée effectivement ce climat de confiance. Et ça permet aussi aux gens d'évoluer, c'est-à-dire de ne pas avoir donc des idées toutes faites dans la tête et de se dire, l'autre, il a une tête d'arabe ou il a ceci ou il a cela, ça permet tout simplement de réintroduire de l'humain et à partir de ce moment-là, donc d'avoir une personne réelle en face de soi avec qui on peut discuter et avec qui donc on peut essayer de trouver effectivement des solutions. Et je pense que là, effectivement, donc c'est un excellent moyen de créer ce climat de confiance. Bon, ensuite, selon les municipalités, la couleur politique, les gens aussi, très concrètement avec leurs qualités, leurs défauts, qui sont sur le terrain, ça peut marcher donc plus ou moins bien. Mais à mon avis, c'est vraiment une excellente démarche. Alors, est-ce que maintenant, parce que ton livre il est aussi construit, tu pars de la commune. Après, tu remontes au niveau département, tu l'élimines. Oui, c'est éliminé. On va en parler. Et après, tu passes à la région, et après, tu passes dans le livre, et après, tu passes à des propositions sur l'État. Parce que rappelons que tu fais 30 propositions pour pratiquer la démocratie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche-là, on part de la commune. L'échelonnement. Oui. Oui, alors on part de la commune et puis de ce qu'on appelle dans le jargon le bloc communal, c'est-à-dire qu'il y a l'intercommunalité qui pose d'ailleurs actuellement un vrai problème de démocratie parce que il y a certains qui aimeraient voir l'intercommunalité comme une supracommunalité. Or, ça doit être absolument un espace de coopération. C'était l'esprit des premières lois qui avaient été votées et proposées en tout cas par Jean-Pierre Chevènement. C'était la question d'espace d'établissement public de coopération intercommunale. C'est pas un rapport de force. Ça doit pas être un rapport de force et justement la loi NOTRe, malheureusement votée il y a quelques années, a plutôt consolider les rapports de force, favoriser les rapports de force au lieu de les diminuer. Un espace de coopération, on pourrait revendiquer, et je le revendique dans ce livre, que chaque commune est une entité souveraine et au sein d'un espace intercommunal, chacun a une voix comme dans toute situation de coopération. La coopération, c'est un homme, une voix. Et donc évidemment, on peut pas mettre de côté qu'il y a une commune bien plus grande que les autres, que tel ou tel rapport de force politique existe, mais ça doit être le lieu où on doit les apaiser, les contenir pour être au service du territoire, toutes les communes ensemble. Et ça, c'est loin d'être gagné. Donc de l'intérêt commun. Ouais. Toi, tu proposes est-ce que j'ai bien compris? Tu proposes que dans une intercommunalité, il y ait autant
d'élus d'une commune à l'autre, quelle que soit sa taille. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, par exemple, c'est vrai que nous on est à Nancy, sur le Grand Nancy. C'est quand même Nancy qui impose les choses aux 21 autres communes. Et donc, toi, tu dirais... Sauf qu'elle est dans un espace où, justement, elle pétrit et elle propose des projets pour un territoire qui dépasse les frontières de Nancy et qui concerne les autres. Donc, finalement, pour tout ce qui va concerner les uns et les autres, c'est bien que chacun ait une voix. Pour ce qui concerne Nancy, Nancy est parfaitement souveraine de faire ce qu'elle veut et de la façon dont elle veut le faire, et si possible démocratiquement en son sein. Mais pour ce qui est de l'espace intercommunal, je trouverais très sain qu'on s'affranchisse des rapports de force démographiques et politiques. Oui, c'est une logique tout autre, hein, tout à fait, je le concède. Mais pour moi, elle met plus en situation de coopérer. Je voudrais revenir aussi sur un point, c'est-à-dire d'abaisser l'âge légal du vote. C'était uniquement pour les municipales, si j'ai bien lu, donc à l'âge de 16 ans. Hein. Voilà. Donc là aussi, je trouve que c'est une bonne idée, mais de là à la mettre en pratique, je pense que, par exemple, ce qui serait intéressant, ça serait d'y investir le rôle de l'école. Parce que si vous avez 16 ans et que vous votez pour la première fois et puis que vous n'y connaissez rien, donc à mon avis, on vote mal. Si on veut bien voter, ça veut dire qu'il faut être éclairé, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir quel est le contenu, il faut savoir vers où on veut aller. Donc on pourrait imaginer, par exemple, vu qu'on est dans les propositions, c'est-à-dire, par exemple, donc un renforcement de certains cours. Moi, je pense aux cours d'histoire, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, à l'âge de 14 ans, ou même à partir de la 5e, on ait des cours. Il y a des cours d'éducation civique qui existent, mais disons, c'est pas très, très concret. Alors que là, il y a vraiment tout un travail à faire, par exemple. Je sais pas, prendre une classe de 5e, je veux dire, voilà, on va aller voir la mairie, on va aller voir le maire, on va voir comment ça se passe, on va expliquer pourquoi c'est important, et on va surtout vous expliquer que vous allez pouvoir voter, déjà, d'une part, et qu'il faut pas voter n'importe comment, Donc, je pense que si on veut avoir des bons électeurs à l'âge de 16 ans, ne serait-ce que pour les municipales, il y a déjà tout un travail de mise en œuvre pédagogique à faire, Oui. Bien sûr, ce qui est même une question d'éducation populaire. Il y a des professeurs qui le font. Hein. Moi, je suis déjà intervenu dans des collèges. La question du vote à 16 ans, il faut savoir que actuellement, en dehors de mes propositions, moi, qui sont beaucoup plus disruptives, c'est quelque chose qui commence quand même à faire son chemin. Je pense que d'ici moins de 10 ans, ça sera adopté dans notre pays. Mais il est vrai, et Yves souligne la question, c'est pas parce qu'on abaissera à 16 ans qu'on aura reconquis l'espace démocratique, la confiance des citoyens, etc. La confiance dont parlait un autre interlocuteur tout à l'heure, elle est nécessaire et elle ne peut se construire que si les différentes institutions qui sont concernées par la représentation et donc l'élection savent convoquer les citoyens en dehors de ces élections. Si les jeunes découvrent ce qu'est un conseil régional ou ce qu'est le rôle de l'État, ce qu'est le rôle de leur municipalité, s'ils le découvrent qu'au moment de voter, tout peut arriver, effectivement. Moi, je le vois en termes d'éducation populaire, le fait que nous, dans notre village, quasiment une génération entière passe par le conseil municipal des enfants, c'est extrêmement formateur. On le voit d'ailleurs. Quand je suis intervenu en collège et qu'il y avait 5-6 enfants des Molières au sein de la classe, finalement, tout ce que j'étais en train d'expliquer aux autres, c'était acquis pour eux. C'est une formation par la montre bien que cette question éducative est importante. Et qu'il soit pas un leurre, parce que dans ton livre, tu parles aussi il y a différentes pratiques, par exemple du conseil municipal d'enfants. Il y en a certains, on leur dit allez, faites une petite campagne pour que les chiens ne doivent pas faire des crottes sur les trottoirs. On utilise un peu les enfants. Et moi, dans ton livre, tu dis quand les enfants de ton conseil municipal d'enfants demandent de combien ils peuvent disposer, tu leur dis c'est la commune et c'est pas une petite part allouée et puis jouer avec tout à l'heure Patrice parlait des projets participatifs, ça peut aussi être ça, des projets participatifs. C'est pour moi et j'ai l'impression pour toi aussi que ça peut être un peu un hocher
qu'on donne, et on dit, vous voyez, je fais de la participation dans ma ville, dans mon village. Et puis à Nancy, c'est un peu ça. J'ai l'impression il lance de temps en temps, allez, mettez vos projets, puis il faut aller cliquer pour lequel projet va gagner. Et alors que il n'y a pas d'espace ou de lieu pour en parler des différents projets, à part les personnes qui sont mises dedans. Mais il faut une formation adaptée pour ça. Oui. Mais alors, bien sûr, il faut toujours regarder comment ça se passe, parce que la démocratie est aussi une mode, et il y a des faux semblants. Aussi, oui. Moi, je me suis déjà positionné largement contre les budgets participatifs, parce que j'estime que c'est un bout de lorgnette, effectivement, que c'est un petit peu comme donner des miettes à des oiseaux et dire, voilà, essayez de faire quelque chose avec ça. Je vous remercie de reprendre le propos qui était dans le livre et qui, effectivement, appelle à une autre façon d'aborder les choses. Avec les enfants, quand ils sont au conseil municipal des enfants, c'est tout le budget de la commune qui les concerne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la totalité du budget pour faire leur projet, mais qu'ils vont devoir comprendre dans quelle mécanique ils s'insèrent, quelles sont les questions de dépenses, quelles sont les questions de recettes, quelles sont les questions de fonctionnement, quelles sont les questions d'investissement. Et en fait, à la fin de leur année au conseil municipal des enfants, ils en savent 50 fois plus que leurs parents, je peux vous le garantir. Voilà. Ça, c'est pas difficile. Donc, ce qui montre bien qu'on a. Mais c'est une bonne illustration, effectivement. Oui. Mais dans les comités consultatifs de la commune, où là, ce sont des adultes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de penser dans son coin que les élus font bien, font mal, et font comment, etc., c'est se frotter avec les élus qui sont largement minoritaires dans ces comités. On est en général 2-3, et puis il y a une vingtaine d'habitants qui ne sont pas élus. Eh bien, on se frotte ensemble aux réalités. On voit, tiens, ça, on peut pas faire ça comme ça, ou ça, il va falloir demander une subvention à tel organisme, et donc il va falloir s'occuper du dossier, etc. Et en fait, on partage du coup les joies et les misères ensemble, un peu comme dans la fameuse chanson dont il parlait tout à l'heure Yves. Voilà, on partage les joies et les misères, et c'est aussi un instrument qui remet de la confiance. Et on sort un petit peu de l'injonction que chacun connaît. Les élus, vous savez, oui, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Yvan, excuse-moi, moi, j'ai une réflexion quand même qui m'interpelle un peu, c'est que est-ce que ce que tu décris là, qui fonctionne sans aucun doute parfaitement bien sur un village comme Molière, comme les Molières, on dit, c'est ça? Les Molières, oui. Est-ce que ça va être la même chose dans une commune Nancy, c'est 100 000 habitants, plus toute l'agglomération, etc. C'est 200 et quelques... 250 000. Ouais, 250 ou 270 000. Donc, est-ce que ça va fonctionner de la même façon quand il y aura beaucoup plus d'habitants? C'est ça la question. Oui. Pour moi, oui. En fait, c'est essentiellement une question de volonté, et puis derrière, évidemment, de moyens. Aujourd'hui, si vous voulez, les élus, et je ne parle pas simplement des élus municipaux, on voit aujourd'hui un spectacle affligeant à chaque élection présidentielle. En fait, les élus, tant qu'ils sont élus avec les mêmes recettes, ils continuent. Pourquoi construire, par exemple, un projet présidentiel en faisant le tour de la France méticuleusement pendant 3 ans, en écoutant tout le monde, en faisant des ateliers participatifs, etc., si il suffit de balancer une phrase à la télévision pour gagner des voix? Pourquoi se fatiguer, finalement? Donc, il y a une question je dirais, peut-être un peu de paresse, mais aussi, finalement... les avantages de la démocratie, c'est plus le citoyen qui les voit que l'élu qui peut être réélu sans pratiquer réellement la démocratie. Oui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Le problème, il est là. Donc c'est pour ça que c'est une culture qu'il faut instiller. Si cette culture, elle est instillée à tous les étages, elle peut, à l'échelle d'une grande ville, être réellement menée. Il est certain que ça ne sera pas dans des assemblées de 300 personnes que sortira la lumière, mais il faudra créer
toute une méthodologie pour que par moment les gens puissent se réunir dans des ateliers où on puisse réellement travailler avec des outils d'intelligence collective. Moi, je pense effectivement, comme vous le disiez les uns les autres tout à l'heure, ça doit commencer à l'école, quoi. Et pas avec de l'instruction civique comme ça, à Baliverne, mais vraiment une formation sur le fonctionnement des institutions, de la démocratie, qu'est-ce que c'est que le droit public, etc. Quoi. Ça me paraît important. Moi, je me souviens, je suis passé par la capacité en droit, et ce qui m'avait stupéfait, j'avais vraiment rien du tout avant de commencer, pas de connaissances ni rien. Et ce qui m'avait stupéfait, c'est que je retrouvais dans les enseignements que je recevais ce que je voyais dans les journaux. Et j'avais des explications sur ce que je voyais dans les journaux par les enseignements que je recevais. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin pour former des citoyens. Bien sûr, et il faut y aller de façon en fait très pratique, c'est-à-dire que l'institution, on parle du conseil municipal des enfants au sein d'un conseil municipal d'adultes, d'une commune. Mais c'est les institutions, lorsqu'elles travaillent sur des projets qui concernent des catégories en plus d'usagers, qui concernent les habitants, dans le processus, ils doivent les intégrer. Donc on a vu naître des conseils régionaux d'enfants, il y a diverses choses qui existent, mais c'est quand même très 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 minoritaire. En fait, il faudrait le faire beaucoup plus systématiquement. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, la région, sur les lycées, veut prendre une décision, veut travailler sur de nouvelles options, eh bien, essayer de convoquer, pourquoi pas par tirage au sort, une partie des lycéens pour les faire contribuer. C'est pas eux qui vont décider à la place de l'institution, c'est toujours ça. Mais il faut appeler à contribuer. Il ne faut pas que ces jeunes-là, puisqu'on parle d'éducation et de jeunesse, il ne faut pas que ces jeunes-là découvrent que l'institution existe au moment où ils sont appelés à voter pour elle. C'est ce qui s'est passé de façon évidente lors des dernières élections départementales et régionales. D'accord. Ça ne peut pas leur parler à partir du moment où ils n'ont pas été invités à contribuer. Les formes de démocratie moderne, c'est réellement, j'insiste sur ce point, faut que ce soit un échange entre deux élections. Faut que ce soit un échange, oui. Bon, malheureusement, le temps passe et moi, je vais demander à ce qu'on passe ton disque et je voudrais que tu me parles un peu d'Ivan Lubrani, c'est possible? Oui. Alors, bon, moi, je fais encore une 50aine de concerts par an. J'ai un métier, mes fonctions de maire et celles que j'ai au sein des maires ruraux de France sont quasi bénévoles. Il faut quand même le rappeler, quand on est vice-président des maires ruraux de France ou président des maires ruraux de l'Essonne, c'est totalement bénévole. Et quand on est maire, dans mon village, on est hors frais de représentation à 1 200 € par mois, vous voyez. Donc c'est bien d'avoir une activité professionnelle. Et moi, j'ai 2 activités professionnelles maintenant depuis quelques années. Effectivement, je suis toujours artiste, auteur, compositeur, interprète, mais j'ai aussi une agence de communication. Et à peu près 20-30% de mon chiffre, c'est quand même le spectacle encore. Et c'est avec joie que je suis retourné en studio pour enregistrer une chanson que j'ai composée à la demande et c'est la première fois qu'il y a un petit mélange des genres finalement, à la demande du président des maires ruraux de France, qui m'a dit là c'est les 50 ans de l'association des maires ruraux de France, il faut que tu nous fasses une chanson. Au début je crois que c'était une plaisanterie, et puis en fait non, il insistait beaucoup et voilà, je me suis remis à mon piano en juillet, on est allé en studio en septembre. Et fin septembre, déjà, l'ensemble
à peu près 300 maires au congrès qui avait lieu dans Lyon, Ah oui. reprenaient en chœur le refrain avec moi dans la soirée de gala. Eh ben écoute, alors on va passer la chanson tout de suite. Je pense que on va quitter Yvan là, non? Oui, je pense. Ah bon, tu restes avec nous pour écouter la chanson, peut-être quand même. Mais vous avez d'autres questions? Et c'est bien dommage parce que j'avais encore des tonnes de questions à poser. Oui, quoi. je pense qu'on aurait pu en C'est une avoir. excellente pour piste trois, quatre de Il y en a réflexion. beaucoup, Oui. Comme vous l'avez dit, le livre est petit, mais il soulève énormément de sujets. Oui, c'est ça. Et on aura à en reparler avec plaisir. Ouais. Je rappelle que l'éditeur c'est Book Ellis. Ça s'appelle 30 propositions pour pratiquer la démocratie de Ivan Lubraneski. Lubraneski. Nieki, c'est moi. Lubraneski, Ivan. Je pense qu'on le voit aussi à la caméra parce que l'émission est enregistrée. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'est parti pour C'est bon comme ça, Yvan? Et merci encore. Merci à vous. Merci. Un grand merci. Je te remercie vraiment d'avoir été avec nous. Nous te remercions tous d'avoir été avec nous. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Voilà. On passe la chanson. Salut, Yvan. Salut. 11h midi, Parole de paix sur RCN. Effectivement, vous écoutez Parole de paix sur RCN. Dans cette émission, nous avons choisi de traiter de la question de la démocratie avec Ivan Lubraneski, qui a diffusé ce livre qui s'appelle 30 propositions pour pratiquer la démocratie. Et si vous arrivez maintenant, je vous conseille de réécouter l'émission en podcast ou sur YouTube, parce qu'on retrouve Parole de paix sur 90.7 évidemment, mais également on peut retrouver les podcasts sur le site rcn-radio.org, et également l'émission est filmée, donc on retrouve sur YouTube, sur la chaîne de Radio Caraïbes Nancy. Nous allons maintenant faire la partie des brèves. Cette émission est produite et animée par plusieurs organisations, plusieurs associations, et nous avons des brèves un peu à faire connaître un peu. C'est moi qui ai les plus brèves. Alors vas-y, Yves commence. Yves. Oui, en fait, comme on n'a pas trop de temps, moi je rappelle donc que j'appartiens au mouvement pour une autre voie juive, UAVJ, ça s'appelle, et puis à l'association UJFP, l'Union juive française pour la paix, et que nous traitons évidemment de la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Et c'est quelque chose qui nous soucie énormément. Et vous remarquerez d'ailleurs que depuis la crise en Ukraine, on n'entend plus parler de la Palestine, et ça c'est un énorme problème. Alors, là, il y a encore eu un mort ou deux morts, je crois, hier en Cisjordanie, abattus par les SS israéliens. C'est quand même quasiment tous les 2-3 jours, il y a un mort. C'est vraiment, c'est quand même quelque chose qui est insupportable. Alors, je voudrais juste dire à nos auditeurs qui prennent avec leurs petits doigts, ils tapent sur Internet un moteur de recherche UAVJ. Et par exemple, ils vont voir qu'il y a sur la première page une annonce d'événements, des documents récents sur le site. Alors il y en a toute une ribambelle, il y en a beaucoup, et qui sont plus ou moins récents. Il y a par exemple 10 ans après la tuerie de l'école juive de Toulouse, commémoration le 13 mars 2022. Appel international du réseau Euromed France pour une reconnaissance européenne immédiate de la Palestine, parce que je rappelle que l'État de Palestine n'existe toujours pas. Et puis plein d'autres sujets comme ça. Donc vous tapez sur UAVJ et vous allez tomber sur le site. Pareil pour l'UJFP, avec vos petits doigts boutinés, vous tapez UJFP, voilà, et vous verrez notamment la page engagement et analyse, et là aussi vous aurez beaucoup de sujets qui vont vous intéresser. Je vous engage tous les uns et les autres à y aller rapidement, après avoir lu le livre d'Yvan évidemment. Patrice, tu nous parles du printemps de la Palestine. Voilà. Alors dans l'émission précédente, on avait un petit peu parlé du programme de cette année, et donc là, tu as des précisions et d'autres informations qu'on n'a sans doute pas données la dernière fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le printemps de la Palestine se déroule dans 3 endroits, donc sur Nancy, dans les Vosges et dans le Toulois. On va démarrer une fois n'est pas coutume par le Toulois. Donc, si vous avez le temps, il y a une exposition qui s'appelle l'autre enjeu du conflit palestinien.
et qui se tiendra salle Louis Aragon, Centre culturel Vauban. Elle va avoir lieu du dimanche 20 au samedi 26 mars et vous allez pouvoir la visiter donc de 14h à 18h. Donc ça c'est à Toul. Deuxième chose à Toul aussi, là on parle toujours de l'eau et donc pour en parler dans le détail, on a mis en place une conférence qui s'appelle l'eau au Moyen-Orient. Enjeux et tensions régionales. Elle sera animée par le professeur Jacques Fontaine, qui porte bien son nom d'ailleurs. Voilà, ancien maître de conférence de l'Université de Franche-Comté. Et ça sera donc à la salle des adjudications le lundi 28 mars à 20h30. À côté de la mairie. À côté de la mairie. Et pour Nancy, deux petits changements. Le vendredi 25 au Caméo, le film ait lieu un matin. Donc il se passerait donc non pas au Caméo Saint-Sébastien, mais au Caméo de la Commanderie à 20h15. Alors, on a eu, hélas, donc, on ne pourra pas avoir Madame Ala Abou Assira, qui est l'ambassadeur donc de Palestine en France. Elle a eu un gros contretemps. Bon, ça tombe à l'eau, on ne peut pas faire autrement. Et dernière chose, le mercredi 30, dans le local de l'association Réponse, à 16h30, 2 places d'Angleterre à Vendeuvre, il y aura donc la séance de lecture de contes palestiniens. Ah ben très bien. Là c'est vraiment on est sur la ligne. Moi je voulais juste dire que on enregistre cette émission en mars 2022. C'est les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Et donc j'invite les auditeurs et les auditrices là aussi pour un peu de la culture générale. En ce moment sur France Télévisions, il y a une très bonne série documentaire qui s'appelle C'était la guerre d'Algérie et sur Arte une autre qui s'appelle En guerre avec un S pour l'Algérie. C'est vraiment des documents d'époque et ça permet de construire un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et une guerre qui est toujours très très mal digérée, à la fois du côté français et en même temps du côté algérien et qui pose un tas de problèmes. Enfin, c'est vraiment... Tout à fait. Le jour où on arrivera à régler ces problèmes-là, ça veut dire qu'il y aura vraiment un plus pour les Algériens et pour les Français. Tout à fait. Et pour mieux vivre aussi ensemble. Eh ben, merci. On se dit merci, on se dit au revoir. Voilà. Remercions-nous, je vous remercie. On remercie Pierre qui était à la technique. Merci Pierre. Un coucou à Cyril. On pense beaucoup à Cyril qui est malade en ce moment et on l'embrasse tout fort. Et un prompt rétablissement. Merci à tous.